Somnifère, le podcast. L'amour ne meurt jamais de mort naturelle. Il meurt parce que nous ne savons pas revenir à sa source. Il meurt d'aveuglement, d'erreur et de trahison. Il meurt de lassitude, il dépérit et se ternit. Écrit Anaïs Nin. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 20 septembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un couple qui parvient à attiser et maintenir la flamme de son amour malgré les différends. C'est un récit de Clémentine Labessière intitulé « Louise et André ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sous la forme d'un petit voyage poétique pour se mettre dans une ambiance onirique. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Laissez vos pensées et vos préoccupations se mettre en veille. Il est à présent l'heure de se reposer, de refermer le livre. La suite s'écrira demain. Et d'ici là, on déconnecte. Pensez à bien détendre les petits muscles du visage, le front, l'espace entre les deux sourcils, la mâchoire. Et alors que les feuilles mortes commencent à tapisser nos trottoirs, je vais à présent vous lire un joli poème sur l'automne d'Anna de Noailles. Voici venu le froid radieux de septembre. Le vent voudrait entrer et jouer dans les chambres. Mais la maison a l'air sévère ce matin et le laisse dehors qui sanglote au jardin. Comme toutes les voix de l'été se sont tues. Pourquoi ne mettons pas de menthes aux statues? Tout est transi, tout tremble et tout a peur. Je crois que la bise grelotte et que l'eau même a froid. Les feuilles dans le vent courent comme des folles. Elles voudraient aller où les oiseaux s'envolent. Mais le vent les reprend et barre leur chemin. Elles iront mourir sur les étangs demain. Le silence est léger et calme, par minutes. Le vent passe au travers comme un joueur de flûte. Et puis, tout redevient encore silencieux. Et l'amour, qui jouait sous la bonté des cieux, s'en revient pour chauffer devant le feu qui flambe, ses mains pleines de froid et ses frileuses jambes. Et la vieille maison qu'il va transfigurer tressaille et s'attendrit de le sentir entrer. À présent, prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre respiration, sans attente particulière. Et laissez-vous bercer par les mouvements qu'elle provoque. Quand l'air entre et que votre ventre se gonfle lentement, et quand l'air sort
et qu'il se dégonfle. Imaginez qu'à chaque expire, les tensions continuent de s'évacuer un peu plus. Et qu'à chaque inspire, votre corps devient plus léger et plus serein. Et laissez les pensées défiler si elles viennent à vous. Un peu comme si vous étiez la montagne et que les pensées étaient les nuages. Sans effort, sans attente. En continuant de porter votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Louise était issue d'une famille simple, à l'aise financièrement sans pour cela rouler sur l'or. Ses parents, Laure et Marc, étaient commerçants et tenaient un magasin de vêtements dans le quartier. Ils s'étaient lancés ensemble dans cette aventure dès qu'ils s'étaient mis en couple après s'être connus lors d'une fête de la musique. Ils avaient à cette occasion pris un plaisir fou à déambuler de quartier en quartier avec un groupe d'amis. Ils s'étaient revus et de fil en aiguille s'étaient trouvés de nombreux centres d'intérêt communs. Après une année à se fréquenter, ils s'installèrent ensemble. Une fois l'affaire commerciale bien partie, ils s'étaient mariés et avaient poursuivi jusqu'à maintenant. Louise était née tout juste un an après son frère Ryan, une volonté de leurs parents. Ils avaient souhaité 2 grossesses quasi consécutives, afin, disait-il aux amis qui s'interrogeaient, d'avoir 2 enfants complices. Il s'agissait aussi, selon l'expression de sa mère, de rester dans les couches dans la foulée et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes une fois les 2 enfants désirés venus au monde. Une scolarité bien réussie et une enfance heureuse jusqu'à la préadolescence marquèrent le début de la vie de Louise. De son côté, André et sa famille n'étaient pas originaires de Paris. Alain, son père, avait passé sa vie de jeune homme dans un département limitrophe. Il travaillait dans le bâtiment. C'était un homme sérieux, travailleur et droit.
C'est à l'occasion d'un chantier dans le quartier du Marais qu'il rencontra Solange. Une sorte de rencontre improbable qui eut lieu lors de sa pause déjeuner. Il allait toujours dans le square de la place Padeloup qu'il avait découverte en marchant le premier jour des travaux. Il s'installait régulièrement sur le même banc, étrangement toujours disponible. Elle, par curiosité mais aussi parce qu'il était plutôt bel homme, s'adressa à lui sous un prétexte banal. Alain, refaisant sans le savoir l'appartement de sa future belle-famille, tomba sous son charme. Les choses suivirent leur cours, ils se revirent et banalement vécurent ensemble. Aidés par les connaissances de la famille de Solange, ils purent s'installer dans le coin. Ils menèrent une vie simple, mais très agréable. Solange travailla comme assistante de vie scolaire dans un collège du quartier, et Alain fonda sa petite entreprise dans le secteur économique qu'il maîtrisait. André fut le premier enfant issu de ce couple, suivi par une sœur Marie et un frère Georges dans les 5 années qui suivirent. Ces années d'école primaire furent délicates. Il n'était pas fait pour le travail purement scolaire, contrairement à ses frères et sœurs qui suivirent une scolarité plus classique et brillante. Mais il avait une dextérité remarquable pour travailler le bois. Il devint un ébéniste réputé sur la place de Paris. Georges devint géomètre et Marie médecin anesthésiste. Mais l'intelligence de leurs parents fut de ne jamais les opposer les uns aux autres. De par son parcours, André fut le premier des 3 à gagner sa vie. Il n'en tira aucune gloriole superficielle vis-à-vis de la fratrie. Au contraire, il les aida quand le coût des études devint trop lourd pour les seuls parents. Comment peut-il aller au cinéma sans savoir ce qu'il veut regarder ? Cette étrange question qui visait André chaque semaine, en général le samedi, résonnait dans la tête de Louise. Elle, quand aucun film en particulier ne l'attire, elle passe en revue les sorties du moment pour faire son choix. En outre, elle est rarement dans ce cas, car c'est une cinéphile avertie. Elle a donc une espèce de classement interne qui lui est propre. En tête de liste, des réalisateurs incontournables pour lesquels elle ne manquerait à aucun prix la sortie d'un nouveau film. Pour André, c'est Coppola. Il a été en quelque sorte foudroyé par Apocalypse Now. Tout dans ce film le fascine. Son élaboration d'abord, tant sa réalisation fut homérique. Il avait été bouleversé, remué, transformé par cette fresque sur la guerre du Vietnam d'un lyrisme absolu. Il avait aussi évidemment apprécié la trilogie des Parrains. Louise et André s'étaient rencontrés non pas par hasard comme c'est souvent le cas, mais par l'entremise d'amis communs qui furent d'une certaine manière visionnaires. Quelques soirées entre copains, des apartés artificiellement provoqués, et ce qui devait arriver arriva. Ils se plurent et commencèrent relativement rapidement à partager leur vie. Avec André, dans leur bel appartement de la rue de Bellem, dans le 3e arrondissement, ils organisent des soirées ciné, dans lesquelles un quiz est proposé. Ils sont en général une petite dizaine, et tout le monde est toujours partant. Tout cela est bien préparé, parfois pointu, mais jamais ennuyeux. Les récompenses de Louise, le plus souvent anecdotiques voire symboliques, sont toujours infiniment agréables à recevoir. Ce peut être une bande dessinée, un roman, un disque vinyle revenu à la mode, ou un simple poème de sa création. Parfois même, Louise offrait un pot de confiture et pire un mug affreux avec un horrible dessin. À chacune de ces soirées, il y avait toujours le moment de la petite guéguerre qui s'était établie entre Louise et André. Ils étaient en opposition parfois farouche quand il s'agissait de défendre son Coppola ou son Scorsese. Le seul vainqueur de leur joute verbale restait toujours la mauvaise foi. Tous leurs amis en riaient de bon cœur à chaque fois. C'était l'attraction du soir. Chacun se connaissait parfaitement et tous savaient qu'aucun des deux ne changerait d'avis. Ils savaient également tout autant que dès les derniers participants partis,
Tout était oublié. Ensuite, le calme et la bonne entente revenaient. C'était leur force. Or, à l'occasion de la sortie du dernier Scorsese, ils se disputèrent plus vivement qu'à l'accoutumée. Louise s'excusa auprès de ses invités et sortit lentement de chez elle, seule, silencieuse, digne. Personne n'essaya de la retenir. Chacun la connaissait bien. Si elle sortait, c'est que c'était sa solution. La réaction d'André fut tout d'abord d'ignorer superbement cette sortie et de demander calmement à chacun de s'asseoir et de reprendre ses esprits. De toute évidence, elle a besoin de prendre l'air quelques minutes et de s'aérer la tête, se justifia-t-il. Il proposa de remettre cette soirée à une prochaine semaine, ce que tout le monde approuva piteusement. Chacun repartit chez soi. La nuit était déjà bien avancée en ce soir de décembre, mais la température fort clémente pour cette saison. The Irishman était pourtant sorti depuis quelques semaines, et Louise ne comprenait pas pourquoi André avait remis ce sujet de discorde sur la table. Dès sa sortie de l'immeuble, un des rares ayant gardé un certain cachet, elle se mit à marcher rapidement afin d'être certaine de ne pas se retrouver face à face avec un de ceux qui avaient assisté à cette scène. En passant devant un restaurant de la rue de Poitou, elle se rappela ses années passées au lycée François Truffaut, situé dans la rue où elle vivait actuellement. Un nom prédestiné pour celle qui, à cette époque, ne s'intéressait guère au cinéma, sinon en tant que lieu de rencontre discrète. Elle avait grandi rue de Bretagne, à 2 pas de son lycée. Par la force des choses, il lui était difficile et même impossible d'invoquer quoi que ce soit pour justifier un retard éventuel chez ses parents. Malgré son enfance heureuse, son adolescence n'avait pas été une période très facile à vivre. Comme souvent à ses âges, elle ne se trouvait pas belle. Elle changeait de coiffure et de style vestimentaire assez régulièrement. Elle se cherchait, mais avec difficulté. Une puberté légèrement tardive par rapport à ses copines n'avait rien arrangé. Sa mère avait beau la rassurer, l'angoisse était tenace. Il avait fallu attendre sa réussite au bac obtenue avec mention pour qu'elle s'accepte enfin. Les succès sentimentaux venant également durant cette année de terminale, tout rentra dans l'ordre. Elle s'était trouvée. Elle poursuivit de brillantes études et devint expert comptable. Rapidement, le bouche à oreille très positif la concernant fit prospérer le cabinet indépendant qu'elle fonda sans perdre de temps. Afin de se changer les idées, elle continua à marcher jusqu'au cirque d'hiver, rue Amelot. Un peu plus loin, le Rush Bar était encore ouvert. La musique qui semblait s'en évader l'attira. Ici et maintenant, elle avait besoin d'une main secourable. Elle était incapable d'en définir la nature, mais il fallait qu'on l'aide à s'extirper de cette mauvaise spirale qui parfois vous emporte tel un esquif sur l'océan déchaîné. Les invités partis, André n'avait plus qu'une obsession, avoir des nouvelles de Louise. Il lui fallait maintenant rattraper le coup avec elle. Il décida de sortir lui aussi, en se disant que peut-être il la croiserait. Il savait également qu'alors le plus dur commencerait, car sa bévue était telle qu'il serait difficile de l'effacer. Il tenta de lui téléphoner, sans grand espoir toutefois. Et en effet, il tombait sur la messagerie. Il ne le savait pas, mais dans la précipitation, Louise avait laissé son portable chez eux. Il errait, jetant un coup d'œil furtif chaque fois qu'il passait devant quelque chose d'encore ouvert. Son cerveau était monopolisé par cette question. Où a-t-elle pu aller ? Louise s'installa dans le bar à une table isolée. Se refaisant le film de la soirée maintenant qu'elle se sentait calmée, elle prit la décision à son tour d'appeler André. Pour tâter le terrain et voir dans quel état d'esprit il était. Évidemment, l'oubli de son téléphone contraria définitivement ce plan.
Sa colère remonta, mais dirigée plutôt contre elle à présent. Elle se sentait nue, désarmée, impuissante. Après avoir plus que prévu terminé le galopin de bière qu'elle avait commandé, elle se dirigea alors vers la place de la République. Sans doute espérait-elle qu'il y aurait de l'animation sur cet endroit historique. Pour André, ce lieu est le véritable cœur de Paris, et elle le savait. Il vénère le théâtre des Jazets, considéré généralement comme le plus vieux de Paris. S'il avait quelques remords, il ne pouvait que se rendre par là-bas. André repassa à leur domicile afin de récupérer son portefeuille resté dans la poche de sa veste de travail. Par acquis de conscience, il réessaya une nouvelle fois de joindre sa compagne, et en entendant la sonnerie si personnelle jaillir de sous le coussin du canapé, il dut se rendre à l'évidence. Elle était effectivement injoignable. Il lui apparut les deux seules solutions possibles, l'attendre passivement ici ou partir à sa recherche. Ce fut vers République qu'il se dirigea instinctivement, sans même y avoir pensé. Il remonta lentement la rue de Turenne, puis bifurqua pour se rendre sur sa place préférée. L'affiche du théâtre des Jazets lui attira l'œil, et machinalement il prit 2 ou 3 minutes pour l'observer. Il ne put s'empêcher de penser que ce spectacle plairait bien à Louise. Si la caisse n'avait pas été fermée, il aurait à coup sûr acheté les 2 places dès maintenant. Dans ce théâtre, il avait vu notamment le fameux duo Fontéval, si irrésistible dans les années 70 et 80. Chacun d'eux avait par la suite mal tourné d'une manière ou d'une autre. André se rappelait des crises de rire avec ses amis de collège. Sans doute est-ce aussi pour cela que ce lieu était un peu sa Madeleine de Proust à lui. Mais pour l'instant, il n'avait pas le cœur à rire. Plus les minutes passaient, plus Louise lui manquait. Il était persuadé, ou peut-être s'était-il lui-même persuadé, qu'elle viendrait ici, sur cette place. Louise avait décidé d'attendre André entre le McDo et l'Hippopotamus, et d'entrer dans l'un d'entre eux dès qu'ils s'apercevraient l'un l'autre. 2 types de restaurants différents, mais qu'ils détestaient tout autant l'un que l'autre. Elle n'en raffolait pas plus que ça, mais c'était sa manière à elle de montrer qu'elle était la maîtresse du jeu. Il devrait bien se forcer à y entrer à son tour. Elle le savait, avec sa bourde, André s'était mis en mauvaise posture. Il le savait, il devrait d'une certaine manière montrer patte blanche. Fatalement, il finit par l'apercevoir, et le grand sourire qui éclaira alors son visage se transforma immédiatement en grimace à l'instant où elle franchit le seuil de la chaîne de restauration rapide. Il se planta derrière la vitrine. Il la regardait fixement tandis qu'elle commandait son menu. Ostensiblement, elle fit tout pour montrer qu'elle savourait son plat. Exagération qui fit de nouveau sourire André. En le voyant réagir ainsi, Louise éclata de rire devant les autres clients stupéfaits. À ce moment précis, les meilleurs souvenirs de leur vie de couple lui revinrent. Elle sortit, abandonnant son plateau sur la table. Il se mit devant la porte, ouvrit grand les bras et la serra contre lui. Tels 2 adolescents, ils repartirent main dans la main, André ne manquant pas de l'embarquer devant son théâtre des Jazets. Elle l'entraîna à son tour vers le Rush Bar, où ils s'échangèrent leurs excuses réciproques. Louise lui annonça alors que l'idée de cette soirée ferait une belle idée de départ pour un roman. Bonne nuit. Bonne nuit.